Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des bactéries, donc les micro-organismes que l'on considère comme étant les prokaryotes. Donc, prokaryotes, je vous le rappelle, ce sont des micro-organismes ou en fait des cellules qui ne possèdent pas de noyau. Donc, leur génome n'est pas dans cette structure-là. Donc, pour le chapitre sur les bactéries, je vais faire deux capsules vidéo parce que c'est un chapitre qui est quand même assez chargé. Donc, pour la première partie, on va voir les caractéristiques générales des prokaryotes. On va voir quelques exemples de bactéries typiques là, qui causent des infections pour les principales catégories de bactéries, soit les bactéries Gram plus, Gram moins, et en fonction de leur forme aussi, cocci, bacille, inquiétez-vous pas, tout ça va vous dire quelque chose dans quelques instants. Donc, allons-y. Pour ce qui est des principaux traits distinctifs, ben, le premier, on vient de le dire. Le matériel génétique n'est pas dans une enveloppe nucléaire et est constitué d'un seul chromosome. Par opposition à ça, nous, nos cellules, elles sont eucaryotes. Donc, dans nos cellules, on a un noyau. Et chez l'être humain, dans les cellules, on va dire normales, donc pas les cellules sexuelles, on va avoir, nous, 46 chromosomes, ou 23 paires, 23 venant de la mère, 23 venant du père. Chez les bactéries, il n'y a pas ce noyau-là. Il y a quand même un génome. Donc, le génome, c'est un seul chromosome, dans le cas des bactéries. Et c'est un seul chromosome, puis il est, ça c'est un R, circulaire. Tandis que nous, c'est vraiment plus des segments, comme 46 segments isolés. Celui des bactéries, là, on le voit, l'espèce de filament qui est ici. Donc, ça ici, c'est le chromosome bactérien. Donc, toute l'information génétique est située là-dessus. Puis, il n'y a pas de compartiment. On va revenir là-dessus aussi. Donc, l'ADN n'est pas associé à des histones, mais bien à d'autres types de protéines. Dans nos cellules. Par exemple, quand nos cellules se divisent, puis on va le voir bien ici justement, les chromosomes se condensent. Nos chromosomes n'ont pas toujours l'air de ça. Souvent, c'est plus relâché, puis c'est un petit peu indistinct dans le noyau. Donc, ils vont prendre cette apparence-là, nos chromosomes, seulement quand la cellule se divise. Mais pour avoir cette apparence-là, il va falloir les condenser sur des protéines, et les protéines qui seront utilisées par nos cellules, ce seront des protéines qu'on appelle des histones. Les histones, voyez-les un petit peu comme des bobines de fil. Donc ça c'est une histone, ça c'est une histone, ça c'est une histone. Puis l'ADN, dans le fond, va s'enrouler autour comme le fil le ferait autour de la bobine. Donc ça, c'est caractéristique de nos cellules. Donc les bactéries n'ont pas d'histones. Ensuite, le troisième, il n'y a pas d'organisme limité par des membranes. Dans votre premier cours de biologie, vous devez avoir vu ou révisé les différents composants, les différents organites de la cellule eucaryote, de la cellule humaine. Donc, si on regarde ça ici, ce sont des choses qui devraient vous rappeler quelque chose. Donc, les mitochondries, le noyau, le RER, le RE lisse, les lysosomes, etc. Donc, ce sont tous des compartiments. Donc, dans nos cellules, dans les cellules eucaryotes, toutes les fonctions sont compartimentées. L'ADN dans le noyau, les mitochondries font l'énergie, le RER sert à faire, entre autres, les protéines, le RE lisse va servir, entre autres, à préparer certains types de lipides, le lysosome va servir à la dégradation, l'appareil de Golgi va servir à faire disons, maturer les protéines qui seront exportées ailleurs dans la cellule. Donc, nos fonctions sont compartimentées. Chez la bactérie, tout se passe au niveau de la cellule elle-même. Il n'y a pas de compartiment. Donc, il n'y a pas d'organite limité par des membranes. Donc, il n'y a pas de RER, il n'y a pas de RE lisse, il n'y a pas d'appareil de Golgi, il n'y a pas de mitochondrie. La bactérie peut tout faire. Elle peut faire ses protéines, elle peut faire son ATP, son énergie, mais ce n'est pas compartimenté. Voilà. Donc, autre chose importante pour les bactéries, puis on va revenir souvent sur ce concept-là, c'est la présence de peptidoglycanes. Ce mot-là, essayez de l'inclure dans votre vocabulaire, essayez de le plugger dans une conversation anodine au souper avec votre famille, votre chum, votre blonde. Pratiquez-vous. C'est une structure, le peptidoglycane, qui est faite de sucre et de protéines. Donc, peptido,
peptide va avec protéine, puis glycane, c'est un sucre. Donc, c'est structural. OK? On le voit ici, là. Tout ça, c'est... en fait, il était souligné ici même. Ça, c'est le peptidoglycane. OK? Ça recouvre les bactéries. On va voir qu'il y a différentes structures ou différentes épaisseurs, je vais le dire comme ça, de peptidoglycane chez les différentes bactéries. OK? Mais les bactéries, toutes les bactéries possèdent du peptidoglycane. OK? On va en reparler quand on va parler des parois cellulaires. Donc ça, c'est quelque chose de spécifique aux bactéries. Et pourquoi ça devient intéressant, puis pourquoi on en parle? C'est parce que s'il y a seulement les bactéries qui possèdent ça, et que l'on trouve une substance ou un médicament qui s'y attaque, bien, on pourrait utiliser ces substances-là pour tuer les bactéries et laisser nos cellules tranquilles. Et le meilleur exemple de ça, c'est la pénicilline. Okay? La pénicilline, c'est un antibiotique qui est fabriqué à la base par certains types de mycètes, par une moisissure en fait. Puis cette molécule-là nuit à la synthèse, à la fabrication du peptidoglycane par la bactérie, donc éventuellement la bactérie meurt. Donc quand vous prenez de la pénicilline, si vous n'êtes pas allergique, la pénicilline va tuer les bactéries qui sont sensibles, mais ne s'attaquera pas à vos cellules parce que vous n'avez pas de peptidoglycane. Okay? Donc, c'est une notion qui est importante. Le dernier point, c'est la façon dont les bactéries se divisent. Okay? Puis je trouve ça bizarre quand je dis elles se divisent, on pourrait dire aussi elles se multiplient. Donc, c'est des mots qui semblent être contraires, mais qui, somme toute, veulent dire la même chose. Donc, on va augmenter le nombre de bactéries. Vos cellules à vous se divisent par mitose. Okay? Donc, quand on se blesse ou quand on grandit, nos cellules se divisent. Ça prend environ 24 heures. Pour les bactéries, le terme à souligner, puis il est déjà, okay, c'est le terme scissiparité. C'est similaire à la mitose, dans le fond, dans l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir deux cellules à partir d'une cellule mère. Mais le processus va être un peu différent parce que, bon, il n'y a pas d'organisme membraneux, il y a juste un chromosome. Donc, les étapes qui vont se réaliser ici vont être plus rapides. Donc, dans des conditions idéales, là, je parle de la bonne température, le bon niveau d'humidité, le bon niveau d'oxygène, il y a de la bouffe en masse, il y a de la place en masse, les bactéries vont se diviser à toutes les 20 à 30 minutes. C'est très rapide. Donc, imaginez une bactérie, après 20 minutes, vous en avez deux, après 40 minutes, vous en avez 4, 8, 16, 32, ça va très vite. Et souvent, les bactéries, si vous en consommez, si vous êtes infecté, elles n'arrivent jamais seules. Donc, imaginez qu'il y a 1 million de bactéries qui entrent en vous. Vous avez mangé du poulet cru, donc 1 million de bactéries de salmonelle. Puis vous allez me dire, my God, 1 million, c'est beaucoup. C'est pas tant que ça, vous pouvez me croire. Donc, ces bactéries-là arrivent dans votre estomac. Bon, il y en a une couple qui vont mourir, mais quand elles arrivent dans l'intestin, elles vont foutre le bordel et à toutes les 20 minutes, elles vont se multiplier. Donc, si on dit juste 100 000, par exemple, qui atteignent le gros intestin, bien 100 000, après 20 minutes, tu en as 200 000. Faites le calcul, après 5-6 heures, vous en avez des milliards. Donc, ça va très rapidement. Et justement, si vous mangez des bactéries qui sont pathogènes, souvent, rapidement, vous allez avoir les symptômes qui les accompagnent. Donc, scissiparité, c'est la façon dont la bactérie se multiplie. Donc, il y a 5 facteurs ou traits distinctifs. C'est le genre de choses là, que je pourrais poser à l'examen. Maintenant, on va voir les principales formes de bactéries. Puis on va s'intéresser surtout à celles qui affectent l'être humain. Donc, on va négliger un petit peu ces deux-là. Oui, elles existent. En laboratoire, on va travailler beaucoup avec une bactérie comme celle-là, qui s'appelle Cochuria rhizophila. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas pathogène, donc elle n'est pas dangereuse pour vous. Mais au niveau de la santé humaine, il y a 2 groupes de bactéries qui sont très importants. Il y a les streptocoques et les staphylocoques. Donc, les streptocoques, donc ce sont des coccis. Puis les coccis, c'est des bactéries qui ont une forme sphérique, donc des petites billes. Quand on regarde ça au microscope, ça peut nous donner une information sur le type de bactéries qui nous infectent. Donc, si par exemple, on prend un échantillon chez un patient au niveau de la gorge, sur la peau, peu importe, on met ça au microscope, puis on voit une petite chaîne comme ça, donc un streptocoque. Les bactéries en chaîne, ce sont, je me répète, des streptocoques. Quel genre de maladies peuvent être causées par ça? Bien, vous avez la mangeuse de chair. En fait, on va voir plein d'exemples de maladies causées par des bactéries comme celle-là. Vous avez le strep B qui peut s'en prendre, là, en fait, qui peut être présent chez les femmes enceintes.
Puis, on va faire un prélèvement au niveau anal et vaginal pour s'assurer que la femme n'est pas porteuse d'une bactérie strep B avant qu'elle n'accouche. Il peut y avoir plein d'infections au niveau de la peau, des voies respiratoires. Streptocoque, c'est un des pathogènes humains les plus importants. Okay? Un autre, c'est un streptocoque, mais lui, il est juste formé d'une très courte chaîne de 2 cocci, okay? Ce qu'on appelle les diplocoques. Et le plus connu de ceux-là, c'est Streptococcus pneumoniae. Vous n'êtes pas obligé de capoter et essayer de l'écrire. Je vais l'indiquer sur une diapo plus loin. Okay? Donc, le Streptocoque pneumoniae cause d'évidence les pneumonies. Okay? Donc, ça, c'est un petit streptocoque, seulement un diplocoque en paire. L'autre important, c'est les staphylocoques. Okay? Puis vous connaissez peut-être Staphylococcus aureus ou sa version résistante aux antibiotiques, donc le SARM, donc le Staph aureus résistant à la méticilline. Au microscope, on va les reconnaître comment? On va les voir en grappes. Souvent, moi, je les appelle mes petites grappes de raisin. Donc, on récupère un échantillon au niveau d'une plaie d'un patient. Ça peut être au niveau des voies respiratoires, au niveau nasal. Okay? On peut trouver ces bactéries-là. C'est pas anormal. Okay? Mais on va faire des prélèvements sur votre corps, okay, dans certains laboratoires. Et il y en a probablement qui vont tester positif pour des staphylocoques et qui vont tester positif pour des streptocoques. Puis, ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Okay? Peut-être que vous allez être en parfaite santé, puis vous allez juste être des porteurs sains. Okay? Mais c'est bon de le savoir. Puis surtout, par exemple, pour le staphylocoque, s'il est au niveau de vos voies nasales, ben, ce n'est pas le temps d'éternuer en présence d'un patient qui serait fragile ou susceptible. Donc, forme, cocci, retenez diplocoque, streptocoque et staphylocoque. Donc, justement, les principales maladies causées par les cocci plus. Le plus ici, là, ça veut dire, c'est la coloration de Gram. On va l'expliquer à la fin de cette capsule-ci. C'est une coloration qui nous permet de distinguer le type de paroi cellulaire que la bactérie possède. Donc, les cocci plus, quand on va les regarder au microscope, là, on va comprendre pourquoi tantôt, mais ces bactéries-là seraient bleues au microscope. Donc, au microscope, vous verriez plein de petites billes. Donc, soit des staphylocoques ou des streptocoques, mais vous les verriez bleus au microscope. Donc, Streptococcus pneumoniae cause des pneumonies, c'est un diplocoque, on l'avait mentionné. Puis là, regardez, Streptococcus pyogenes, c'est un streptocoque. Puis regardez la quantité de bactéries humaines que ça cause. Angine, pharyngite, scarlatine, impédigo, ça c'est au niveau de la peau. Érysipèle, fièvre puerpérale, peut être dangereux après l'accouchement. Fasciite nécrosante, ça c'est la mangeuse de chair. Peut causer des septicémies et des fièvres rhumatismales aiguës. Okay? Ça, c'est juste une bactérie. C'est l'enfer, tout ce qu'elle peut causer. Pour ce qui est du strep B, j'en ai glissé un mot il y a quelques instants. Donc, pour les femmes qui sont sur le point d'accoucher, on va faire un prélèvement au niveau anal, vaginal. Si la bactérie strep B est présente, il peut y avoir administration d'antibiotiques pour traiter de façon prophylactique, donc en prévision ou pour éviter une infection après l'accouchement. Okay? Donc ça, c'est un test quand même de routine qui peut être fait. Pour Staph aureus, je l'ai mentionné tantôt, il y a des variantes qui sont, on va dire, normales, pas résistantes aux antibiotiques, mais à l'hôpital, souvent, vous allez avoir affaire à des bactéries résistantes. Donc, on va voir, par exemple, le SARM, donc Staph aureus résistant à la méticilline. Puis, vous avez aussi le SARV, qui est la même chose, le Staph aureus résistant, mais à la vancomycine, donc à des antibiotiques différents. Le Staph aureus peut aussi causer de l'impédigo, mais pour les dames, ça va devenir problématique. Okay? Le syndrome du choc toxique. J'explique. Certains types de tampons, okay? Il y a quelques années, ça avait été problématique, là. Donc, certains types de tampons permettaient la prolifération, disons, des bactéries. Donc, si le tampon était gardé en place trop longtemps, était imbibé de sang, donc les bactéries Staph aureus pouvaient s'y développer. Lorsqu'elles s'y développent, elles libèrent ou elles pouvaient libérer une toxine et cette toxine-là a entraîné la mort. Donc, c'est quand même pas rien, là, a entraîné la mort de plusieurs femmes. Okay? Donc, c'est un syndrome à prendre au sérieux. C'est causé par la bactérie Staph aureus, en fait, par la toxine produite par Staph aureus. Du Staph aureus, donc, vous pouvez en avoir sur la peau et dans le nez. Okay? On va expliquer comment on peut le détecter. En fait, vous allez même le faire en laboratoire. Mais on peut, si vous savez, par exemple, que vous êtes porteuse, okay, de cette bactérie-là,
l'administration de certains produits, le Bactroban entre autres, peut permettre d'éliminer ou de limiter la propagation de cette bactérie-là. Donc, si on vous traite avec ça, normalement, on pourrait éliminer une bonne partie, sinon toutes les bactéries Staph aureus. Les maladies maintenant causées par des cocci, donc encore les bactéries sous forme de cocci, mais négatifs. Négatif, c'est encore une fois la corrélation de Gram, et dans ce cas-ci, au microscope, les bactéries apparaîtraient rouges. Un grand groupe de cocci négatifs, c'est les bactéries qu'on appelle les Neisseria. Et les deux principales infections humaines causées par ces bactéries-là, c'est la méningite, donc Neisseria meningitidis, et Neisseria gonorrhea, qui ne se passe vraiment pas à la même place. Le méningite, c'est au niveau des méninges, donc du crâne, autour du cerveau, tandis que la gonorrhée, on s'entend là-dessus que ça va se passer au niveau des organes génitaux. Ce n'est pas la même bactérie, donc quelqu'un qui a la méningite n'aura pas la gonorrhée, puis l'inverse va être vrai aussi. Ce qu'il faut savoir, et ça va être drôle aussi, parce qu'on va faire des tests sur vous pour voir si vous avez du Neisseria, mais on ne va pas aller tester votre liquide cérébrospinal, puis de toute évidence, on ne va vraiment, mais vraiment pas aller tester si vous avez la gonorrhée. Ça ne serait pas vraiment éthique qu'on fasse des prélèvements comme ça sur vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un prélèvement buccal, et au niveau de la bouche, puis même au niveau de la peau, mais c'est de la bouche, ça va être plus facile, on va aller essayer de détecter des bactéries de type Neisseria, mais qui ne sont pas pathogènes. Donc, ce n'est pas anormal d'avoir des bactéries comme celle-là dans la bouche, mais ça va juste être drôle là, de confirmer que certaines personnes dans la classe, sinon toutes les personnes, parce que c'est quand même fréquent, en ont dans la bouche. Maintenant, les bactéries de forme bacille, là, je ne veux pas insister sur aucune des formes comme telles. Faites juste retenir que les bacilles ou bâtonnets, ça se peut que dans la littérature, vous voyez le mot bâtonnet, c'est la même chose. Donc, ce sont des bactéries qui ont une forme allongée. Donc, on va y donner quelques exemples. Encore une fois, les bacilles Gram+. Donc là, vous auriez des bâtonnets bleus et ici, on aurait des bâtonnets rouges. Je sais que ça a l'air contre-intuitif quand j'écris bleu et que je fais un dessin et que tout ça s'écrit en rouge, mais vous comprenez le principe. Donc, parmi les bactéries les plus problématiques au niveau de la santé dans les bacilles Gram+, on a toute la famille des Clostridium. Et les Clostridium, retenez-les, ce sont des bactéries que vous allez voir, il y a des infections courantes là-dedans qui se produisent, surtout dans les hôpitaux. Clostridium, une particularité, ce sont des bactéries qui n'aiment pas l'oxygène. Ça, c'était un 2, là. Donc, du O2, de l'oxygène, ces bactéries-là n'aiment pas. Donc, ce sont des anaérobies strictes. Elles vivent seulement en absence d'oxygène. Donc là, vous allez me dire comment elles survivent dans l'environnement. Dans l'environnement, elles vont former ce qu'on appelle un endospore. On va voir ça dans la deuxième capsule sur les bactéries. Mais les endospores, c'est une structure que la bactérie produit pour se protéger dans un environnement où elle pourrait être en danger. Donc, à l'air libre, cette bactérie-là va prendre la forme d'un endospore, mais lorsque vous l'avalez, elle va atteindre votre gros intestin, et dans le gros intestin, il n'y a presque pas d'oxygène, donc elle va reprendre sa forme normale. Et ça, c'est le cas, entre autres, de Clostridium difficile. Souvent, on va l'appeler la C. diff ou la C. difficile quand on en parle aux nouvelles, quand il y a des éclosions dans des hôpitaux. Donc, la C. diff, c'est une maladie qui va se produire au niveau de votre gros intestin. Donc, vos patients vont avoir des diarrhées mucoïdes. Certains patients âgés, fragiles peuvent en mourir. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette bactérie-là n'est pas anormale dans votre gros intestin. Là, ça se pourrait que moi, que vous, certaines personnes dans la classe en ayez. Mais si vous avez un microbiote normal, cette bactérie-là ne va pas prendre le dessus. Mais si vous avez un patient âgé qui a été, par exemple, traité pour une infection bactérienne quelconque, une pneumonie ou quoi que ce soit, et que toutes ces bactéries digestives ont été éliminées par l'antibiotique, là, la C. diff pourrait prendre le dessus et causer des problèmes. Autre infection à Clostridium, il y a le botulisme. Donc, souvent une infection d'origine alimentaire. C. perfringens et C. tétani, ce sont des bactéries qui vont entrer souvent par la peau par une lésion ou une blessure profonde. Pourquoi je dis profonde? C'est parce que la bactérie doit se retrouver profondément dans les tissus, là où il va y avoir justement peu d'oxygène. Si vous avez une éraflure en surface, ces bactéries-là ne vous causeront pas le tétanos. Si vous faites, je ne sais pas moi, du vélo, puis vous prenez une débarque, vous vous éraflez la peau, n'allez pas à l'hôpital pour une shot de tétanos.
Par contre, si vous prenez une débarque en vélo de montagne, puis vous rentrez une racine, une branche, une roche aussi profond, puis ça va même toucher l'os, mais là, c'est une blessure qui est profonde. Donc là, il y aurait des chances que les bactéries comme la C. perfringens ou tétanie causent des maladies, entre autres le tétanos. Pour perfringens, c'est la gangrène que cette bactérie-là cause. La gangrène va se produire justement dans des blessures profondes, peut apparaître aussi, par exemple, chez vos patients diabétiques. Okay? Un patient diabétique, souvent, va avoir une circulation sanguine qui va être moins bonne au niveau des extrémités, donc mains ou pieds. Puis, s'il n'y a pas d'oxygène qui circule dans cet organe-là, puis que les bactéries entrent, bien, ces bactéries-là, comme je l'ai dit, n'aiment pas l'oxygène, donc elles vont profiter du fait que la circulation sanguine est compromise et causer de l'infection. Okay? C'est d'ailleurs malheureusement pas si rare que ça que des patients, patientes, souvent plus âgés quand même, là, qui souffrent de diabète, vont même parfois perdre des orteils. On va les amputer ou... en tout cas, j'ai eu un témoignage une fois d'une étudiante comme vous, okay, qui me contait que, je ne sais pas si c'était à l'hôpital ou à la résidence, elle devait changer le pansement d'une patiente et en enlevant le pansement, littéralement, l'orteil est tombé. Okay? Donc ça, c'est assez intense, puis moi, je trouvais ça complètement fou, okay, que ce soit rendu à ce stade-là. Mais normalement, okay, l'orteil aurait peut-être même dû être amputé avant qu'il ne tombe lui-même, là, peu importe. Puis la C. perfringens, là, ça dégrade les tissus, ça les fait noircir. Ça sent pas bon, donc c'est vraiment des infections épouvantables. Bref. Ensuite, bacillus, les bacillus, ils aiment l'oxygène, donc vont se débrouiller très bien en sa présence. Bacillus anthracis cause l'anthrax. L'anthrax peut prendre plusieurs formes, une infection cutanée, okay? Ça va faire des taches noires sur la peau. D'ailleurs, on l'appelait le bacille du charbon à cause de ça. Ça, c'est relativement bénin, ça se traite. Bacillus anthracis, si vous le mangez, ça va faire des petites infections digestives, mais ça se traite. Mais Bacillus anthracis, dans les poumons, peut être mortel. Okay? Donc, il faut faire vraiment attention. Et B. cereus, okay? Intoxication alimentaire, c'est une infection qui va être fréquente, par exemple, dans les endroits où la nourriture est gardée à une température inadéquate pendant longtemps. Donc, ça pourrait être, par exemple, dans des buffets, dans des services de traiteurs, par exemple. Là, on organise un petit banquet, on met je sais pas moi, des salades avec de la mayonnaise, on met des sandwichs avec des œufs, de la viande, plein de choses comme ça qui restent longtemps à température pièce, okay, les bactéries se développent, peuvent libérer des toxines aussi, et on tombe malade. Pour les bactéries maintenant Gram-, il y a toute la collection des entérobactéries, donc des bactéries qui se trouvent dans le tube digestif. E. coli, normalement, devrait être correcte dans votre gros intestin, mais ailleurs dans votre corps, elle peut causer des maladies, ou il y a même des sérotypes de E. coli qui peuvent vous rendre malade. Salmonelle et Shigella, vous ne voulez pas ça dans votre gros intestin, vous allez être gravement malade. Proteus peut causer des infections urinaires. Yersinia pestis cause la peste. Donc, ce sont toutes des bacilles gram-négatifs. D'autres bacilles gram-négatifs, mais qui ne sont pas des entérobactéries, on a Pseudomonas aeruginosa, qui peut causer des infections de la peau et des infections pulmonaires. Mais des infections pulmonaires, ça va être surtout, dans le fond, cette bactérie-là va être ce qu'on appelle une bactérie opportuniste. Donc, elle va profiter de la faiblesse immunitaire du patient ou profiter de circonstances particulières. Donc, je vais donner un exemple, parce que c'était là-dessus que je travaillais à ma maîtrise. Là. Donc, cette bactérie-là pouvait s'en prendre aux patients atteints de fibrose cystique. Parce que la fibrose cystique, c'est une maladie qui est génétique, mais ça va causer des problèmes au niveau pulmonaire, puis la bactérie va profiter de ces problèmes-là pour venir s'installer. Hémophilus influenza, faites attention, ce n'est pas la grippe. Là, quand on voit le mot influenza, souvent on va penser que c'est la grippe, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une bactérie. Okay? Vous allez souvent la voir sous l'acronyme là, HIB, là, comme ça. Donc, Hémophilus influenza de type B. Donc, cette bactérie-là peut causer des méningites, des pneumonies, plein de maladies. Je ne sais pas si c'est il y a 20 ans, je pense, okay, ou peut-être même 30, on a introduit un vaccin contre cette bactérie-là et ça l'a réduit de beaucoup des cas de méningite chez les enfants. Donc, c'est intéressant à ce moment-là. Puis, Bordetella pertussis qui cause la coqueluche. Okay. Je vais revenir sur la coqueluche à plusieurs reprises. Okay. Si vous voulez de l'information, vous pouvez aller cliquer sur ce lien-là, le lien hypertexte là, qui va vous donner beaucoup d'informations là-dessus. Mais c'est une maladie infantile, puis c'est une maladie infantile qui peut être prévenue par un vaccin. Okay.
on reviendra là-dessus. Les formes spiralées, juste vous dire les vibrions, là, donc les petites bactéries incurvées comme ça, il y a des gens qui les classent dans les bacilles. Donc, on peut le voir entre les deux. Une maladie causée par une bactérie de ce type-là, on a le choléra. De toute façon, je pense que je vais l'écrire sur la diapo suivante, là. Donc, le choléra. Spiry, spirochète, donc des bactéries qui ont des formes de tire-bouchon. Je pense que c'est assez évident à voir. Parmi les bactéries les plus connues, qui causent des maladies humaines avec ces formes-là, donc on a Vibrio cholerae qui cause le choléra. Puis il y a d'autres types de Vibrio aussi qu'on retrouve dans l'eau de mer. Donc, ce sont des bactéries qui tolèrent le sel. Et Vibrio, ce sont des maladies qui vont causer souvent des infections suite à l'ingestion de poissons ou de fruits de mer. Particulièrement si les fruits de mer et les poissons sont consommés crus, donc sous forme de sushi. Mais ça va être vrai surtout dans les pays, par exemple comme au Japon, où le poisson va passer directement du bateau au restaurant. Il n'y aura pas de cycle de congélation. Nous, souvent, les poissons qu'on va recevoir au Canada, avant qu'ils soient apprêtés en sushi, ont passé par la congélation. Donc, souvent, ça va éliminer une partie des bactéries. Puis aussi une partie des vers ou des œufs de vers qui pourraient s'y retrouver. Bref, ça limite les dégâts. Borrelia burgdorferi, beau petit nom, pas besoin d'apprendre ça par cœur. Mais cette bactérie-là cause la maladie de Lyme disease. Lyme disease, on en parle souvent l'été parce qu'elle est transmise par une tique. Donc la tique vous mord, veut s'abreuver de votre sang, mais elle va vous cracher un peu de bactéries dedans et la bactérie a une forme de spirale. Il y a aussi Treponema pallidum qui cause la syphilis. Donc, on voit tous les symptômes, là, les manifestations physiques de la syphilis. Donc, c'est une bactérie qui a une forme de spirochète. Et je pourrais rajouter aussi Leptospira. Leptospira est aussi une bactérie en forme de tire-bouchon qui va causer la leptospirose. Et ça, la leptospirose, vous attrapez ça si vous êtes en contact avec, par exemple, de l'urine de rats infectés. Bref. Donc, forme spiralée. Les Rickettsi, ce sont des bactéries particulières. Les Rickettsi et les chlamydia, je vais vous montrer. Donc, ces deux-là, il faut les retenir parce que ce qu'elles ont de particulier, c'est super important. Ça ferait une belle question à choix multiple. Ce sont des bactéries intracellulaires obligatoires. Donc, si on regarde l'image à droite, on voit deux cellules. Puis dans les cellules, il y a des petits points, on va dire, roses. Ces petits points roses-là, ce sont des Rickettsi. Donc, ces bactéries-là, contrairement aux bactéries, on va dire, normales ou générales, elles ne survivent pas à l'extérieur d'une cellule. Donc, si j'avais cette maladie-là, que je saignais, puis que mon sang était déposé sur la table ou le plancher, puis que le sang restait là un certain temps, les bactéries ne survivraient pas. Tandis que certaines bactéries, comme on a vu, les streptocoques, les staphylocoques, si j'éternue, la gouttelette tombe sur le bureau ou sur mon ordinateur, les bactéries peuvent survivre pas mal longtemps tout seuls, peuvent même se reproduire tout seuls. Mais les Rickettsi et les chlamydia ont besoin d'une cellule hôte pour le faire. Les vecteurs, parce que vu que ces bactéries-là ne survivent pas bien tout seuls, ça prend souvent une petite bestiole pour les transmettre, donc peuvent être transmises par des tiques, donc la tique là, par des poux, la bestiole là. L'école primaire, secondaire commence bientôt si ce n'est déjà fait. Et ça, c'est la hantise des parents d'avoir la lettre qui indique que votre enfant est dans une classe où il y a eu des cas de poux. Et l'autre aussi qui peut nous le transmettre, les Rickettsi, ce sont les acariens. Les acariens, vous faites dodo avec eux à tous les soirs. Généralement, ça ne cause pas trop de problèmes. Mais dans certains cas, pourrait causer une infection à Rickettsi, pourrait causer des allergies, pourrait aussi causer une maladie qui s'appelle la gale. Donc, il y a plein de maladies comme celle-là. Les Rickettsi donc, peuvent causer le typhus ou la fièvre pourprée des montagnes rocheuses qui vont donner des symptômes un peu comme ceux-là. Donc, des manifestations cutanées assez importantes. Pour ce qui est des chlamydia, encore une fois, ce sont des bactéries intracellulaires obligatoires. Ces bactéries-là, souvent, on va les associer aux ITSS, donc infections transmises sexuellement. Mais sachez aussi que beaucoup de bactéries de ce genre-là vont causer une infection oculaire qu'on appelle le trachome, qui peuvent rendre les gens aveugles.
Les deux formes de bactéries chlamydiées, là, je vous les ai indiquées, le corps élémentaire et le corps réticulé. Donc, on le voit un petit peu sur l'image de droite. Mais comme tel, je ne vais pas poser de questions là-dessus, c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a des stades de développement différents. Mais ce qui est important, encore une fois, pour les chlamydiées, ce sont des bactéries intracellulaires. Puis, ah oui, il y a certains types de chlamydiées que l'on suspecte être responsables de l'asthme. Donc, si c'est quelque chose qu'on finit par prouver, bien, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être traiter certaines formes d'asthme avec des antibiotiques. Cyanobactéries, c'est des bactéries particulières. Elles ont la capacité de faire la photosynthèse. Donc, quand on parle de prokaryotes autotrophes, ça veut dire qu'elles vont puiser leur énergie à partir du soleil et elles vont obtenir du carbone par photosynthèse. Ces algues-là, qu'on appelle aussi les algues bleues, peuvent contaminer les lacs, donc les sources d'eau souvent qui sont stagnantes. Le problème avec cette algue-là, qui est quand même une bactérie, c'est un prokaryote, elle va produire une endotoxine. Cette toxine-là peut affecter votre peau, donc par exemple si vous vous baignez, peut affecter vos muqueuses respiratoires, digestives si vous en avalez, va atteindre ou peut atteindre le foie et même le système nerveux dans les pires cas. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et souvent, cette toxine-là va être résistante à la chaleur. Donc, même si vous prenez de l'eau du lac, par exemple, près de votre chalet, puis il y a des algues bleues, puis là, vous la faites bouillir pour vous faire une boisson, pour faire cuire quelque chose, bien, même si l'eau a chauffé, la toxine va être résistante. Donc, ce genre d'infection-là, au Québec, on va voir ça surtout l'été. Donc, les gens, les plaisanciers qui vont sur le bord des lacs, puis se contaminent comme ça. Maintenant, on va aller voir, puis la capsule va se concentrer vraiment sur cette partie-là, donc sur la paroi cellulaire. Les autres structures retrouvées à l'extérieur ou à l'intérieur, ça fera partie de la deuxième capsule vidéo, parce que si je fais ça tout en une seule fois, ça va faire un énorme fichier, puis ça va vous faire un document de 3 heures à regarder sur YouTube. Donc, je vais le faire en 2 sections. Donc, nous, on va se concentrer surtout sur la paroi cellulaire, les bactéries Gram+, Gram-, et justement, on va parler de la coloration Gram, qui nous permet de distinguer ces bactéries-là. Mais pour le reste, ce sera vu plus tard. Donc, si on regarde les parois cellulaires, il y a 2 grands types de bactéries, les Gram+ et les Gram-. Commençons par les Gram-. En dessous, je vais commencer par le dessous de la paroi comme telle, là. Vos cellules, mes cellules, les bactéries aussi ont une membrane plasmique. Donc la membrane, c'est ce qui délimite la cellule, permet des échanges avec l'extérieur et l'intérieur. Quand on parle de la paroi cellulaire, c'est ce qu'il va y avoir juste à l'extérieur de cette membrane plasmique-là. Membrane plasmique ou membrane cellulaire, c'est la même chose. Donc, chez les bactéries Gram positifs, la paroi va être composée uniquement de peptidoglycanes, mais une couche épaisse. Il y en a épais. Hey, ma parenthèse est épouvantable. Donnez-moi 2 secondes. Quasiment gêné d'avoir fait ça. On recommence un petit peu mieux. Donc, c'est une couche épaisse de peptidoglycanes. Ça, c'est la paroi des bactéries Gram+. Donc, il y a seulement une couche. Chez les bactéries Gram-, donc on a encore la membrane plasmique. On a du peptidoglycane, mais une couche vraiment plus mince. Et la couche de peptidoglycane va être en dessous d'une couche qu'on appelle la membrane externe. Et les deux ensemble, le peptidoglycane et la membrane externe, donc là, ma parenthèse va s'arrêter ici. Donc, membrane externe et peptidoglycane, c'est ça qui forme la paroi. Donc, au niveau structurel, Gram+, la paroi est composée seulement de peptidoglycanes. Chez la bactérie Gram négatif, la paroi va être composée de 2 choses. Peptidoglycanes et membrane externe. En fait, je n'aurais même pas eu besoin de le faire. Ma petite accolade, on l'avait ici. Donc, on voit les deux qui sont là. Au niveau structural, il y a un truc spécial aussi qu'on retrouve dans la membrane externe des bactéries Gram-, et ce sont les LPS, ou lipo-LPS,
ou lipopolysaccharides, puis on va en parler dans quelques instants parce qu'ils ont une importance très grande au niveau de la santé et des symptômes qu'ils peuvent provoquer chez l'être humain. Petit rappel, okay, la pénicilline attaque le peptidoglycane et cause la destruction de la cellule. D'après vous, laquelle des bactéries, la gramme plus ou la gramme moins, serait la plus affectée par la pénicilline? Ça va être la gramme plus. Okay? La gramme moins peut être affectée par de la pénicilline, mais ça va peut-être prendre une dose plus importante. Pourquoi? Parce que ici, dans la gramme plus, okay, il y a beaucoup plus de peptidoglycane. Donc, si je bloque la synthèse du peptidoglycane chez ces bactéries-là, elles vont être affectées plus rapidement que ne le seraient les bactéries gramme moins. Okay? Donc, ici, c'est juste une image différente. Okay? Donc, bactéries gramme plus, bactéries gramme moins. Okay? Donc, la paroi, dans ce cas-ci, pour la bactérie gramme plus, c'est le peptidoglycane uniquement, mais la paroi pour la bactérie gramme moins, ce sont ces deux couches-là. Encore une fois, quelques exemples de bactéries gramme plus, là, les streptocoques, staphylocoques, bacillus et clostridium. Okay? Ces noms-là, là, ils vont revenir tout le temps. Parce qu'au niveau des infections humaines, là, vous avez une très belle collection de bactéries qui sont là. Chez les bactéries gramme moins, même principe ici. Okay? Des bactéries pathogènes, Escherichia, donc le E. coli, Salmonella, Pseudomonas, Yersinia. On pourrait rajouter là, la Shigella, etc. Il y en a plein. Okay? Puis vous allez voir, c'est souvent les mêmes noms qui vont revenir. Donc, la paroi cellulaire, okay, comme je viens d'en parler avec la pénicilline, c'est une bonne cible pour les antibiotiques ou les produits nettoyants parce que ça n'existe pas chez l'humain. Okay? Donc, la pénicilline fait partie d'une famille d'antibiotiques qu'on appelle les bêta-lactames. Mais là, ce qui peut arriver, okay, c'est que certaines bactéries vont produire des bêta-lactamases et ça va entraîner une résistance aux antibiotiques. Vous pouvez aller voir, aller cliquer sur le petit lien qui est là. Okay? Ça vous amène à une vidéo YouTube qui, je crois, est en anglais, mais qui explique comment ces enzymes-là vont détruire l'antibiotique avant même que l'antibiotique ait le temps de faire son effet. Okay? Donc, les bêta-lactamases, imaginez-les comme des petites paires de ciseaux que la bactérie produit. Et ces ciseaux-là vont aller découper, briser l'antibiotique avant que l'antibiotique puisse nuire à la synthèse du peptidoglycane. Donc, ça, c'est un problème qui devient de plus en plus important. Beaucoup de bactéries deviennent résistantes aux pénicillines ou à la famille d'antibiotiques des bêta-lactames. Les lysozymes, okay, ça, ce n'est pas un antibiotique, c'est une molécule que vous produisez vous-même. Okay? C'est une protéine que vous sécrétez dans vos liquides biologiques. Donc, au niveau de vos larmes, donc dans vos yeux, dans votre salive et dans les mucus, okay? Donc muqueuses digestives, muqueuses respiratoires. Vous produisez cette protéine-là, et cette protéine-là s'attaque au peptidoglycane. C'est une bonne chose parce que, par exemple, au niveau de votre peau, okay, les bactéries qui sont sur votre peau sont généralement, ou en grande quantité, là, des bactéries gram positifs. Donc, des strep, des staph. Donc, supposons que, là, vous ne me voyez pas, mais imaginez que je me frotte les yeux. Okay? Puis, c'est niaiseux, vous ne me voyez pas, puis je le fais pour vrai quand même, croyez-moi sur parole. Okay? Donc, je me frotte les yeux, puis là, je dépose des bactéries probablement dans mes yeux. Dans un monde idéal, je ne veux pas avoir de conjonctivite, et ça va être la job justement des lysozymes dans mes larmes, okay, de détruire le peptidoglycane présent sur les bactéries que je viens d'insérer dans mes yeux. Okay, et ça fait quand même plusieurs années que je fais ça, je n'ai jamais eu de conjonctivite après avoir fait ça. Puis, de toute façon, de ce temps-ci, on se lave tellement souvent les mains qu'on a moins de chances de l'avoir. Okay? Mais encore une fois, les lysozymes vont être surtout efficaces contre les bactéries gram+. Pourquoi? Ben parce qu'il y a plus de peptidoglycane à attaquer. Puis il est plus facilement attaqué par les lysozymes parce qu'il est à l'extérieur de la bactérie. Les LPS, okay, rappelez-vous, je vais faire un petit retour à l'arrière. Okay. Les LPS, c'est des espèces de petits têtards qui sont là. Okay. Donc, on les retrouve seulement okay, sur les bactéries gram négatifs. Donc, on les retrouve dans la membrane externe. Ces LPS-là okay, sont composés de deux choses principales. Ce qu'on appelle le polysaccharide O et aussi le lipide A. Okay? Si je reviens encore, je pense qu'on le voyait, il pointe ici. Donc, le polysaccharide O, c'est comme l'espèce de petite queue de tétard, puis le lipide A, c'est ce qui est pris dans la membrane. OK? Oups, pardon.
Donc, ces polysaccharides-là, on peut les utiliser pour identifier des sérotypes, donc des variantes d'une bactérie. Donc, E. coli normal, pas de problème, mais si on identifie le polysaccharide O157, il y a des chances que ce E. coli-là soit pas mal plus pathogène que le E. coli normal de votre gros intestin. Mais là où réside le principal problème des LPS, c'est ça ici. Ce qu'on appelle le lipide A ou l'endotoxine A. Lorsque la bactérie est en vie, cette molécule-là, le lipide A, est pris dans la membrane, il n'y a pas de stress. Mais quand votre système immunitaire bouffe la bactérie ou si les bactéries meurent et qu'il y a libération du LPS, entre autres du lipide A, bien là, ça va entraîner une réponse assez forte de votre système immunitaire et ça va provoquer de la fièvre, des frissons, puis dans les pires cas, un état de choc. Donc, par exemple, si vous prenez un antibiotique pour peu importe la raison, il y a de fortes chances qu'il y ait des bactéries Gram- qui vont être tuées. Donc, à ce moment-là, ça se peut que vous fassiez de la fièvre dans les heures ou la première journée qui suit la prise d'antibiotiques. C'est parce qu'il y a des bactéries Gram- qui meurent. Donc, juste pour vous montrer là, ou remontrer le LPS, là, vous avez la structure chimique qui est là et c'est à apprendre par cœur pour l'examen. Ben non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça par cœur pour l'examen. Tout ce que je veux que vous reteniez, c'est que les LPS sont présents dans les bactéries Gram- et sont imbriqués, on va dire comme ça, là, sont placés dans la membrane externe. Et là, un petit truc. Si je vous parle, par exemple, à l'examen, je vous demande de me dessiner ou de m'expliquer la différence entre la paroi des bactéries Gram+ et la paroi des bactéries Gram-. Gram+, là, vous allez me dire, bon, il y a la membrane, mais au-dessus de la membrane, la paroi est faite de peptidoglycanes. Pour la bactérie Gram-, la paroi est composée de peptidoglycanes et d'une membrane externe. Écrivez pas que la paroi est composée d'une couche de LPS, c'est pas vrai. C'est une membrane externe dans laquelle il y a des LPS. Donc faites attention à ça. Donc je reviens sur l'endotoxine bactérienne LPS. Donc font partie de la couche externe, on se répète. Les endotoxines exercent une action leur action quand la bactérie meurt et que la lyse de la membrane libère l'endotoxine. Donc, que ce soit l'action des antibiotiques ou quoi que ce soit, ça peut augmenter l'effet de la toxine, mais comme tel, c'est mieux de tuer la bactérie pour éviter qu'elle se multiplie en trop grande quantité, puis disons, d'endurer la fièvre qui va suivre. Comment ça se produit comme tel? Donc, vous avez une bactérie qui est une bactérie Gram-négatif. Donc, la bactérie Gram-négatif qui est ici, elle est phagocytée, mangée par un macrophage. En la bouffant, le macrophage détruit la bactérie, ça libère les LPS et les LPS, avec le lipide A entre autres, vont entraîner la libération d'une cytokine. Une cytokine, je vais l'écrire au-dessus. Les cytokines, ce sont des messagers chimiques, des molécules que le système immunitaire libère pour communiquer avec le reste du corps. L'interleukine 1, qu'on appelle l'IL-1, est un exemple de cytokine. Donc, cette cytokine-là va être libérée par le macrophage, ça va circuler dans le sang et ça va aller au niveau de l'hypothalamus. Ça va provoquer de l'inflammation et l'inflammation va entraîner une réponse de fièvre. Donc, dans le fond, votre corps, ce qu'il veut, là, quand on fait de la fièvre, oui, ça peut être désagréable, c'est pas le fun. Puis souvent, quand on a de la fièvre, on va essayer de prendre des médicaments, justement comme l'aspirine ou du Advil, l'acétaminophène. Pas Advil, pardon, Tylenol. C'est pas la même chose. Donc, ces molécules-là vont bloquer la fièvre. Mais quand on fait de la fièvre, notre corps provoque la fièvre, entre autres, pour augmenter la température. Et lorsqu'on augmente notre température corporelle, ça va nuire au développement des bactéries ou des virus. Surtout des bactéries, en fait. Donc, c'est un moyen immunitaire qu'on a développé, la fièvre. Même si ce n'est pas le fun, des fois, on peut s'endurer pour lutter contre le micro-organisme. La coloration de Gram maintenant. On va la faire en laboratoire, mais je vous demande quand même de comprendre le principe derrière la coloration. Donc, c'est fort possible que pas fort possible, c'est sûr que je vais poser une question là-dessus à l'examen.
Okay? Autant théorique que pratique. Donc, soyez prêts et prêtes. La coloration se fait en 4 étapes, okay? Ou avec 4 colorants. La première chose qu'on va faire, okay? Donc vous allez avoir une lame. On va déposer une goutte d'eau dessus, okay? Puis on va mettre les bactéries dedans. Okay? Puis on va faire sécher le tout avec une flamme ou avec un autre moyen. Là. Dans le fond, on va faire ce qu'on appelle un frottis. Okay? Donc, le frottis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre pas l'adhésion, mais l'adhérence de la bactérie sur la lame. Donc, quand vous allez appliquer les produits sur la lame par la suite, bien, les bactéries ne vont pas juste partir avec le liquide. Donc, première étape, okay, on va ajouter le cristal violet ou violet cristal. Souvent, on va juste l'appeler CV. Donc, le cristal violet va colorer toutes les bactéries en violet. Okay, c'est assez évident. Donc là, ça ne serait pas suffisant pour identifier les bactéries. Ensuite, bon, on rince un petit peu à l'eau, puis on va rajouter une deuxième molécule qui est, ou un deuxième liquide, là, une deuxième solution qui est de l'iode. L'iode va agir sur les bactéries, va les déshydrater un petit peu et va favoriser la rétention okay, du colorant dans les bactéries. Donc, on dit qu'il agit comme un mordant. Donc, le colorant reste pris dans la bactérie. Là, l'étape cruciale arrive. Okay? Nous, on va utiliser de l'éthanol à 95%, okay? À ne pas consommer de grâce. Puis, certaines compagnies vont utiliser un autre produit, l'isopropanol acétone, mais peu importe, l'objectif est le même. Ce que l'on veut faire avec l'alcool, okay, c'est briser okay, la membrane externe des bactéries Gram-, parce que l'alcool va réagir avec les lipides présents dans cette membrane externe-là. Et ce qui va arriver, c'est que le colorant bleu, okay, ou le cristal violet, va être éliminé des bactéries. Les bactéries vont encore être là, okay, parce qu'il y en a qui vont capoter, dire « Oh my God, toutes mes bactéries s'en vont. » Non, non, non. Okay, les bactéries sont encore présentes, c'est juste le colorant qui s'en va. Donc, les bactéries qui seraient des bactéries Gram- vont perdre leur membrane externe, okay, et le colorant bleu va partir. Pour les bactéries Gram-positives, elles vont conserver leur colorant parce que l'alcool n'aura pas d'effet sur elles. Et à ce moment-là, la coloration reste la même. Fait que là, il y en a qui pourraient me dire, bon, ben, je pourrais arrêter de rester là parce que si le colorant s'en va, je sais que c'est une bactérie Gram-, et si le colorant demeure en place, je sais que c'est une bactérie Gram+, mais il faut avoir d'autres informations. Ce que je veux savoir au microscope, c'est la forme. Est-ce que j'ai affaire à un bacille ou à un cocci? Puis si c'est un cocci, est-ce que c'est un cocci en chaîne ou c'est un cocci en grappe? Donc, on continue la coloration pour avoir d'autres informations sur la bactérie qui infecte votre patient. Dernière étape, on va ajouter un colorant qui s'appelle la safranine, donc un colorant qui est plus rosé-rouge. Okay? Donc, ce colorant-là va agir sur les bactéries Gram- qui étaient incolores, donc vont devenir rouges, et les bactéries Gram+, qui étaient déjà saturées en colorant, ne vont pas capter ce colorant-là, qui est plus pâle de toute façon. Donc, les bactéries Gram+ vont être, comme on le dit, bleues, et les bactéries Gram- vont être rouges. Ici, encore une fois, c'est juste une présentation différente. Juste expliquer quelque chose, là. Quand on parle de Gram-, ils ont fait un bacille, mais je pourrais très bien avoir des cocci Gram-, puis je pourrais très bien avoir des bacilles Gram+. Okay? Donc, n'associez pas juste, par exemple, ce cocci-là aux bactéries Gram+, puis ce bâtonnet-là aux bactéries Gram-. Donc, je reprends les étapes. Fixation, donc on fait le frottis, on colle les bactéries sur la lame. Première étape de la coloration, le cristal violet. Tout le monde est coloré de la même façon. Après, on met l'iode. Toutes les bactéries conservent leur couleur. Je sais qu'il y a une petite variation là, dans la teinte de la couleur, mais somme toute, la bactérie demeure bleue/violet. Ensuite, on décolore avec l'alcool. La bactérie Gram- perd sa coloration. Gram+ est inchangé. On rajoute le contre-colorant qui est la safranine. La bactérie Gram- devient rouge. La bactérie Gram+ garde sa couleur. Et là, vous allez voir, je vais insister encore plus avec un résumé écrit cette fois. Okay? Fait que si vous voyez que j'insiste autant sur cette coloration-là, en théorie et en pratique, bien, il faut que ça sonne une cloche chez vous. Il faut que vous sachiez me l'expliquer. Okay? Puis encore une fois, vous pourriez vous dire, crime, je vais être un infirmier, une infirmière, pourquoi j'apprends tout ça? Bien, si on sait c'est quoi la différence entre une bactérie Gram+, Gram-, ça fait la différence entre administrer un traitement qui va avoir un effet versus un traitement qui n'en aura pas. Okay?
Si votre patient a une infection à Salmonella puis vous donnez une pénicilline, je ne suis pas sûr que vous allez avoir beaucoup de succès. Parce que la pénicilline va être plus efficace contre une bactérie gram plus, okay? Comme le bacillus, comme le streptocoque ou le staphylocoque. Okay? Donc, le médecin, okay, une fois que le prélèvement a été fait et que l'analyse de laboratoire a été faite, ben, il va orienter son résultat en fonction de ça. Okay? Donc, c'est important. Donc, premier colorant, cristal violet. Le mordant, l'iode. Décolorant, là, je vais écrire juste pour vous mêler, là. Éthanol, 95%. Si vous écrivez de l'alcool, c'est parfait. Okay? Puis même à l'examen, si vous écrivez ici le colorant bleu, je vais vous donner votre point quand même. Là. Puis le deuxième colorant, donc, c'est la safranine. Si vous écrivez le colorant rouge, ça ne me dérange pas pour vous que vous compreniez le principe. Et le résultat, donc quand je vais aller au microscope par la suite, si ce que je vois au microscope c'est bleu/violet, c'est une bactérie gram plus, puis si ce que je vois est rouge, c'est négatif. Mon petit truc niaiseux pour le retenir, ok? Quand j'ai appris ça, j'étais assis à votre place au cégep, sauf que moi j'étais en sciences pures à l'époque, dans un autre collège. Ce que je me suis dit comme truc, c'est, je pensais à mes finances d'étudiant, là. Si je suis dans le rouge, je suis dans le négatif. Ok? Donc, rouge négatif. Si vous voyez rouge au microscope, gram négatif. Donc, des exemples de ce à quoi peuvent ressembler les bactéries. Donc, par exemple, à droite, on a les bactéries gram positifs. Donc, on voit la couleur, mais vous pourriez même me dire, OK, est-ce que c'est des cocci ou des bacilles? Puis vous pourriez me dire l'arrangement aussi. Donc, dans ce cas-ci, on voit que c'est des bacilles. Je sais que l'image n'est pas super claire, donc c'est des petits points. Mais regardez comment ils sont regroupés. OK? Ce sont des grappes, ce n'est pas des chaînes. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait dire que c'est un staphylocoque. Tandis qu'à gauche, OK, on voit des bâtonnets. OK? Donc là, ce serait un bâtonnet gram négatif. Et si vous faites la coloration, OK, et qu'il y a deux bactéries différentes sur la lame, les bactéries vont prendre la coloration qui leur est propre. Donc, sur une même lame, je pourrais avoir des bactéries gram négatives, puis je pourrais avoir des bactéries gram positives. Application médicale, ben, comme je vous dis, okay, c'est une coloration qui est faite standard, de base. Okay? Donc, on fait un prélèvement, que ce soit sur la peau, au niveau des voies génitales, un échantillon de sel, okay, d'excréments, analyse d'urine, une plaie, peu importe. Okay? On met ces échantillons-là sur des lames et on regarde okay, si la bactérie est gramme plus, gramme moins. Dans certains centres de recherche, certains hôpitaux, pour faire plusieurs tests en même temps, on va utiliser des lames comme celle-là. Okay? La lame, quand on l'achète, il y a déjà des bactéries gramme plus dans cette section-là, déjà des bactéries gramme moins qui ont été formées sous forme de frottis dans cette section-là. Et là, les personnes ajoutent leurs échantillons à tester. Pourquoi on a des lames comme celle-là? C'est parce que quand on applique tous les produits, là, okay? Cristal violet, iode, alcool, safranine, s'il y a un des réactifs qui n'est pas bon ou quoi que ce soit, et que, imaginez, vous n'avez pas là, les contrôles qui sont ici. Puis vous regardez votre lame, puis tout est rouge, on va dire. Okay? Là, vous pourriez vous dire, toutes les bactéries qui sont là sont des grammes négatifs. Mais en ayant des contrôles positifs et négatifs, okay, si c'est rouge ici, ça veut dire que la coloration est bonne, mais si c'est rouge là, ça veut dire que votre coloration n'est pas bonne, il y a un problème à quelque part. Donc, en ayant des contrôles comme ça, à chaque fois que la personne fait une lame, ça devrait être bleu ici, rouge là, et là, si c'est les bonnes couleurs dans ces contrôles-là, ben, ça veut dire que les autres colorations ont été correctes. Donc là, vous pouvez avoir confiance en vos résultats. Et pour la deuxième partie, je vous invite à aller voir la vidéo 2.2 sur les bactéries. S'il y a des questions, gênez-vous pas, faites-moi signe puis je vais vous répondre le plus rapidement possible. Bonne journée!